Bonne année à Monsieur le Président de la République. Bonne année à une nouvelle édition de 20h. Nous sommes donc en 2025, janvier. Qu'est-ce qui se passe donc avec la réélection suprême de 8e mandat que Monsieur Biya va donc briguer dans nos prochains jours? Alors, il faudrait retenir que Madame Chantal Biya est donc en fuite pour que les raisons donc personnelles. Qu'est-ce qui va donc se passer avec Franck-Emmanuel Biya qui est donc pourchassé par que des activistes de la diaspora? Alors, quelque chose s'est donc passé? Regardez ça, monsieur. Bonjour et bienvenue dans Tête à Tête, l'émission d'interview de France 24. Notre invité a longtemps préféré l'ombre à la lumière, l'ombre des palais présidentiels africains et l'ombre de l'Élysée. Il prend la parole pour lever le voile sur la face cachée des relations parfois incestueuses entre la France et certains régimes amis. Ils savent que je sais tout, ma vie en France-Afrique, c'est le titre du livre de mémoire publié aux éditions Max Milo. Bonjour, Robert Bourgi. Bonjour, monsieur Perelman. Alors, c'est un ouvrage d'entretien écrit avec le journaliste Frédéric Lejal, avec plein de documents, d'archives. On va de la RDC au Sénégal, au Congo, au Gabon. Mais c'est surtout un récit par le menu, il faut dire, du financement par plusieurs présidents du continent, du parti gaulliste et avant tout de Jacques Chirac. Un Jacques Chirac qui, suite à son échec présidentiel en 1981, vous contacte et vous dit qu'il est temps d'amorcer la pompe financière. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? J'étais conseiller politique du ministre, j'accompagnais Aurillac, disons à Libreville ou à Ouaga et autres. J'avais une audience à moi, privée, avec le chef d'État que Michel Aurillac, le ministre, venait de quitter. Et je disais, bon voilà, Bongo c'était papa, Blaise c'était Blaise, Sassou c'était Denis. Je dis, bon, Denis, la campagne de 88 arrive, il est bon que tu puisses contribuer au financement de ton ami Jacques. Et il disait, ok, banco, on y va? Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. C'est vous qui demandiez les sommes, c'est eux qui décidaient? Non, c'est eux qui décidaient. Mais jamais ça n'est descendu en dessous d'1 million de dollars. Jamais. Jamais. Comment ça se passait? Ils envoyaient, c'est vous qui rameniez l'argent? Non, c'est surréaliste. Je rentrais sur Paris. Le chef d'État m'appelait, il me dit, je t'envoie Monsieur X, prends rendez-vous avec Jacques. Pour Bongo, c'était Davin. C'était le mot de code de Jacques Chirac. Pour Sassou, c'était Jacques. Bon, je faisais je prenais la tâche de Monsieur Chirac. Je lui dis, voilà, vous avez un émissaire qui arrive tel jour à telle heure. Il me dit, vous étiez voilà. là? Et vous étiez là? Toujours. Pour la remise des fonds? Toujours. C'est comme ça que ça se passait, monsieur Perelman. En toute illégalité. Ça, c'est plus mon problème. Le président de la République française me demande des choses, j'exécute. Le président des États africains envoie son émissaire. Moi, je ne suis en rien là-dedans. Vous ne vous êtes jamais servi au passage? Jamais. C'est mal me connaître. En 1995, parce qu'il faut qu'on avance, vous dites aussi là qu'il y avait des contributions. Bongo, Sassou, Compaoré, le maréchal Mobutu. C'est le même mécanisme. Ensuite, exactement le même. Vous dites qu'en 95, pour la campagne, c'était au moins 10 millions de dollars. Absolument. Alors en 2002, on revient, parmi les nouveaux donateurs, si j'ose dire, de ce système quand même étonnant, Abdoulaye Wade, le président, et Laurent Gbagbo, beaucoup plus étonnant, président de gauche. Il a avoué à sa sortie de prison de la Cour pénale internationale que vous et Dominique de Villepin, vous l'avez fait cracher au bassinet. Comment ça s'est passé? Laurent Gbagbo voulait s'attirer les bonnes grâces de la France. Je lui dis, tu sais Laurent, je vais être franc avec toi. Il va falloir que tu puisses contribuer, faire un geste pour Monsieur Chirac. Et j'organise un déjeuner au restaurant La Pérouse. Il y avait Gbagbo dans un salon du restaurant La Pérouse, Gbagbo, Villepin et moi-même. Et là, je dis à Dominique de Villepin, je dis, Dominique, comme vous me l'avez demandé, je vais demander à Gbagbo devant vous d'aider le président de la République. Et j'ai demandé à Laurent,
Laurent, voilà ce que je t'ai laissé entendre. Je vais le dire devant le Dominique de Villepin. Il va falloir que tu puisses aider à l'élection présidentielle de 2002. Et Laurent de dire, je suis de la famille socialiste, je suis un ami de M. Jospin, mais Dominique, j'aiderai à hauteur de 3 millions de dollars M. Chirac. Ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. Est-ce que vous considérez qu'il a été trahi par Jacques Chirac, par Dominique de Villepin, par la France plus largement? Monsieur Perelman, vous m'offrez l'opportunité de laver ma conscience. J'ai été l'acteur et le témoin de toutes les relations entre la France et la Côte d'Ivoire en ces heures troubles, difficiles. J'ai vu que Jacques Chirac et Dominique ont été d'une ingratitude à nul autre pareil. Et quand, comment vous dire, Laurent est tombé, qu'il a été conduit à La Haye, j'en ai beaucoup souffert. Personnellement et dans ma famille, j'en ai souffert terriblement. Vous vous sentiez coupable? Comment vous dire? Oui. Complice. D'une trahison? D'une trahison. Mais j'étais contre cela. Les derniers moments de la présidence de Gbagbo, je les ai vécus avec Nicolas Sarkozy. Mmh. Et là, les choses se sont compliquées. Les élections sont là. Et Laurent avait gagné les élections. Nous savons qu'il les avait gagnées. Comme Jean Ping les avait gagnées en 2016 à Libreville. Là, Gbagbo avait gagné les élections. Pas Ouattara. Pas Ouattara. Le Conseil constitutionnel a dit que c'était Laurent le vainqueur. Vous connaissez la dispute, mais bon. Ok, passons. Et le président Sarkozy me fait venir à l'Élysée et il me dit, il va falloir que tu appelles ton ami Gbagbo et que tu lui dises d'accepter de partir. Il aura un statut d'ancien chef d'État, 30 millions CFA, voiture, escorte, et s'il veut, comme il est professeur d'histoire, on lui trouvera une chaire, il pourra se déplacer à travers le monde. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, va dans le bureau de Claude et tu appelles Gbagbo. J'ai appelé Laurent. L'aide de camp, le colonel, me l'a passé. Laurent Gbagbo me dit, alors Bob, comment va? Je lui dis, Laurent, ça fait des années qu'on se connaît. Je te passe un message du président Sarkozy. Je suis dans le bureau de Claude Guéant. Il te demande ceci, cela. Ce que je viens de dire. Il m'a dit, tu diras à ton ami Sarkozy que je serai son Mugabe. Bob, je t'ai assez entendu. Et il a raccroché. Et je suis allé dire à Sarkozy, il me dit, alors comment ça s'est passé? Je lui dis, bon, voilà comment ça s'est passé. J'en suis malheureux. Il a bondi de son fauteuil. Et il dit, puisque c'est ça, je vais le vitrifier. 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 Je lui dis, Nicolas, s'il te plaît, le Conseil constitutionnel a déclaré qu'il avait été élu. Il a dit, je vais le vitrifier, j'ai un mandat, et je vais le faire. Et le lendemain ou le surlendemain, Laurent était tombé, conduit comme nous l'avons vu et su, à La Haye. Au milieu des années 2000, il y a le scandale Elf. Dominique de Villepin vous demande de vous éloigner de tout ça parce que Absolument. Vous sentez le soufre ou vous êtes un pestiféré. Vous rejoignez Nicolas Sarkozy, dont on vient de parler, et vous maintenez que lui vous a tout de suite dit, moi, ces financements occultes africains, je n'en veux pas. Alors, est-ce que c'est juste ce qu'il dit et ce que vous dites ? Parce que il vous a remis la Légion d'honneur, il vous a envoyé ensuite au Gabon. On a quand même l'impression que vous avez été à son service pour faire la même chose que vous faisiez jusque-là. Il n'y a pas vraiment de raison que ça s'arrête, non? Un jour, Sarkozy, le président Bongo, qui pouvait se le permettre, il lui a dit, mais Nicolas, Jacques, il demandait toujours de l'argent. Il lui dit, Omar, j'ai dit à Robert, qui vous a passé le message, pas un sou. Ça se passait dans le bureau du président de la République. Après l'audience officielle, j'attendais dans le bureau de Guéant, je suis rentré dans le bureau du président. Nous étions 4, Guéant,
votre serviteur, le président Bongo, le président Sarkozy, et il lui a répété ça. Je ne veux pas un sou. Mais Bongo a eu quand même cette gentillesse vis-à-vis de Jacques Chirac. Il lui a dit, mais Jacques était demandeur toujours, mais toi tu ne veux rien. Il lui a dit non, je ne veux pas un sou. Vous dites dans le livre quand même que Ali Bongo, donc qui avait succédé à Omar Bongo, vous payez $1 million par an. Par an. Entre 2009 et 2013, $1 million par an, Robert Bourgi, dans un pays où les routes, les hôpitaux, les écoles manquent. Vous n'avez pas mauvaise conscience quand même? Parce que ça, c'est juste le Gabon. Le reste, vous avez quand même gagné très bien votre vie. Vous dites que c'est du lobbying, mais vous comprenez que ces chiffres Monsieur puissent choquer. Perelman, je suis là pour parler de mes mémoires. Je ne suis pas devant un juge d'instruction. S'il vous plaît. Mais vous le dites dans vos mémoires. Je le dis. Vous comprenez que ça puisse C'est choquer. dans ma nature, monsieur Perelman, de ne pas mentir. Je dis les choses telles qu'elles sont. J'étais pas obligé de dire que je gagnais Oui, $1 million. mais vous Mais je l'avez. le dis. Je le dis. Vous comprenez que ça puisse choquer. Oui, ça peut choquer. Mais c'est la vérité. Mais le $1 million, monsieur Perelman, était versé sur mon compte professionnel. Ça n'échappait pas à l'impôt. En conclusion, est-ce que c'est une façon de laver votre conscience, ces mémoires? Est-ce que vous avez des regrets de ce que vous avez fait, ou vous considérez que c'était une mission noble, même si évidemment toute cette histoire de financement n'était pas officielle, n'était pas déclarée et n'était sans doute pas légale? Si je vous dis, monsieur Perelman, que quelquefois ça me choquait. Et un jour, je m'en suis ouvert à Dominique De Villepin. de Villepin. Nous partagions, tant à l'Élysée qu'ailleurs, le whisky traditionnel, le malt, qu'il m'offrait. Et je lui dis, Dominique, je trouve quand même que c'est un peu trop. Il faudrait arrêter. Il me dit, vous savez, le président est toujours demandeur. Je lui dis, mais c'est un peu trop. Il n'en a pas besoin. L'argent n'allait pas pour Dominique de Villepin. Dominique de Villepin recevait l'argent, mais qui partait dans la direction de M. Chirac après. Mais pour lui, il ne gardait pas grand-chose. Dans le livre, vous laissez entendre que Jacques Chirac aimait beaucoup l'argent. Ça laisse sous-entendre qu'il y en a peut-être qui n'est pas allé pour les campagnes. Je me suis posé la question. Les chefs d'État, tous, m'ont dit, mais Robert, que fait-il de tout cet argent? Je lui dis, je ne sais pas. C'est la question que je me pose moi aussi, que vous vous posez, je ne sais pas. Robert Bourgi, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de France 24. Bien, ce monsieur que vous venez d'écouter là, vous parlez de comment est-ce que nos présidents donnent l'argent aux dirigeants français. On vous dit que le Cameroun est un pays pauvre, mais un pays pauvre qui ravitaille le peuple français. Les dirigeants français en particulier, parce que le peuple français est aussi victime comme le peuple camerounais, le peuple africain. On vous dit que les présidents n'ont pas d'argent pour leur peuple, mais ils ont de l'argent pour nourrir, soudoyer les présidents français. C'est eux-mêmes qui parlent. Je vous avais dit ici que l'endettement dont nous parlons, la dette du Cameroun, nous allons prendre de l'argent qui est partagé en 3 parties. Une dans les poches de Biya, une partie qui va dans les poches de ceux qui vont chercher et une partie pour la France. L'endettement du Cameroun, le peuple camerounais paye la dette de la France. Le président Macky Sall, avant qu'il ne quitte le pouvoir, avait dit en France que quand on nous dit qu'on nous a accordé un crédit, une dette, nous avons tout le mal du monde à prendre ne serait-ce que les 10% de cette dette. Il avait dit ça. Alors vous écoutez Robert Bourgi. Nos présidents prennent de l'argent dans les caisses de l'État. L'argent du peuple camerounais pour donner à des individus, pas à la France, à des individus pour leur campagne. Vous comprenez pourquoi ces individus-là, pour que Paul Biya continue de rester là, que font-ils? Ils envoient des faux agents de Transparency International bien avant que le Conseil constitutionnel de merde ne vienne légitimer ou bien ne vienne confirmer. Macron appelle déjà, voilà, nous appelons pour saluer la brillante élection, la réélection du président Paul Biya. Chirac fera pareil, Hollande fera pareil, Sarkozy fera pareil, Emmanuel Macron fera pareil.
Et ça a toujours été comme ça. Tout simplement parce que ces gens-là, Biya paye beaucoup d'argent pour rester au pouvoir. Oui. Je vais vous donner un exemple. Ça, c'est Martin Bellinger-Boutou qui m'avait raconté l'affaire. Et j'avais confirmé parce que j'avais vu les photos. Il me raconte que quand Hollande arrive aux affaires, il dit qu'il ne veut pas rencontrer Biya. Ça court dans les coulisses qu'il faut que Biya parte. Biya doit partir. C'est pour mettre la pression. Pour que Biya paye. Pour être reçu. Alors comme ça ne peut pas passer directement, ça contourne, ça monte, ça descend, ainsi de suite. Ils sont allés prendre le fils de Laurent Fabius. À l'époque, son père était ministre des Affaires étrangères. Il s'appelle Thomas Fabius. Un voyou, un délinquant. Qui vivait des allocations familiales. Ouais, Seigneur Dieu. Un bandit qui vit des allocations familiales en France. C'est lui qui était le démarcheur entre Paul Biya et sa réception pour être reçu par François Hollande. Je dis que c'est Martin Bellinger-Boutou qui me raconte cette histoire. J'ai cru pourquoi? Parce que c'est lui qui était à la manœuvre. Oui, monsieur. On va donc prendre cet enfant-là. On dit à Paul Biya que pour que tu puisses rencontrer le président François Hollande, c'est ce garçon-ci qui va créer le pont. Pour cela, il faut... Paul Biya se lève, debout comme vous le voyez là. Quand vous voyez Paul Biya sur cette position, vous croyez qu'il attend un autre président. Il attend de recevoir un bandit qui était traîné dans les tribunaux, dans les casinos américains ici là. Avec des procès un peu partout. Paul Biya est debout, il caresse comme ça la bague, on croit qu'il veut recevoir un autre président, alors qu'il veut recevoir un bandit que son entourage, Martin Bellinger et les autres ont monté pour sortir l'argent des caisses, une partie chez Hollande, une partie chez le gars en question, et une partie chez le père du gars en question, et une partie pour l'entourage de Biya. C'est exactement le même cerceau que raconte Bourgi. Paul Biya a donné. Voici Paul Biya, debout. Il attend. Il attend. Il attend. Et quand le gars arrive, il est venu avec une petite sacoche, le voilà assis. Combien de fois avez-vous déjà vu Paul Biya assis sur une même chaise avec un Camerounais? Celui-là, Paul Biya est tout petit, il faut que Hollande le reçoive. Pour aller convaincre Hollande qu'il faut qu'il continue de rester au pouvoir. Parce que pour rester là-bas, chaque président africain doit payer. Chaque président africain, le pays de l'Afrique centrale, le Tchad, le Gabon, le Cameroun, je ne connais pas pour la Guinée équatoriale, je ne connais pas pour les autres, mais le Tchad, le Gabon, le Cameroun devaient payer une taxe pour rester au pouvoir. Parce qu'eux, ils sont nommés, ils ne sont pas élus. Les élections, c'est pour embrouiller le peuple. Alors pour que le président français, chaque président français qui arrive, continue les nominations, tu dois payer une taxe. On vous a dit comment le président Gbagbo a donné de l'argent. Et ce sont les mêmes personnes qui l'ont injecté. On vous a dit comment Dominique de Villepin, Manigas, Bourgi parle. Paul Biya donne beaucoup. Il a donc reçu le mouvement que vous voyez assis là. Ils ont pris l'argent en termes de milliards. Ils ont donné. La même chose avec celui qui disait qu'il était où, c'est l'organisation de quoi, de whatever, de Malte, qui était venu au Cameroun là. Ils ont pris pareil. Ils ont donné les mallettes d'argent. Je ne vous parle pas de certaines obédiences chrétiennes que vous pouvez imaginer. Il ne faut pas prononcer là. Non, ils prennent, ils donnent. Mais pour quel but? Pour un intérêt égoïste, égocentrique. Donner l'argent aux autres. On détruit les sociétés qu'Amadou a laissées. Mais on laisse le peuple dans la misère. Les enfants quittent le Cameroun pour aller mourir dans les eaux de Lampedusa, c'est-à-dire en direction d'une destination incertaine. Ils vont et elles vont chercher ailleurs ce qu'ils ont et elles en abondance dans leur pays d'origine. Il fait bon vivre au Cameroun. Où est-ce que tu vas trouver l'arbre qui produit les prunes en France? Alors que les Camerounais et les Camerounais vendent les prunes à Château Rouge, à Château d'Eau. Et ils vendent là-bas, ils ne sont même pas propriétaires de la boutique. C'est le Chinois qui est propriétaire de la boutique. Alors que eux, ils ont des champs et des champs.
des pruniers chez nous, des manguiers chez nous. Ils ont tous des avocatiers chez nous. Mais ils sont en route en train de vendre 2 avocats, 3 avocats à briser le maïs. Si on lui avait dit de faire ça au Cameroun, si on avait dit à ce citoyen-là que braise tes poissons ici, braise ton maïs ici, braise tes prunes ici, là, tu pourras faire une industrie. Il a dit non, ce n'est pas moi, mais à Paris, c'est ce qu'ils font. Tout ça à cause des billards. Ça n'a pas empêché Chirac, le quartier de la Goutte d'Or, d'insulter les Africains qui sentent mauvais. Même Chirac a ouvert une galerie avec des objets d'art africains dont on vous a dit que non, ce sont des objets d'art de la sorcellerie. Mais pour eux, c'est bien parce que les gens vont voir l'art africain, la poterie africaine. Les gens vont visiter. Paye. L'argent rentre dans les caisses de la France. Mais quand c'est chez nous, non, ce sont des objets d'art, des totems, de la sorcellerie. C'est comme ça qu'ils ont donc tout fait pour éloigner en vous cette volonté-là d'exprimer le mérite. Et ils ont injecté en vous de ne jamais croire en vous, de ne jamais croire au vôtre. Il faut tuer Nouma parce que plus Nouma vous parle, il vous éclaire, il vous ouvre les yeux, là vous regardez la France d'un autre œil. Donc, la France va dire un peu bien, non, non, il ne faut pas que le gars là, non. Il faut financer pour déstabiliser ce garçon-là parce qu'il ne faut pas qu'il vous ouvre les yeux. Et c'est la même chose qu'ils font avec notre compatriote, activiste en France, professeur, persécuté à souhait parce qu'il vous ouvre les yeux. Pendant ce temps, ce président pauvre, intellectuellement pauvre, spirituellement pauvre, passe leur temps à aller escroquer l'argent des Africains qu'ils insultent tous les jours. De n'avoir pas été reconnaissant, comme l'a dit Macron l'autre jour, dans son ignorance, traite les présidents africains de pas reconnaissants. Oui, il a le droit de dire ça, parce qu'il sait ce qu'il fait avec ces gens-là. Il sait que si ces gens-là sont là, c'est grâce à lui. Donc il peut leur dire tout. Mais ceux qui ne sont pas là grâce à Macron ont aussi répondu. Mais en plus de ça, il a aussi insulté tous les Africains dans ses propos. Il y a une partie qui a retenu mon attention, là où il parlait d'ingratitude. Et que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Lui, il est humain, notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Peut-être que c'est lui qui n'est pas humain, il ne se met pas dans la classe des humains. Mais s'il y a bien un ingrat, c'est bien lui. Je pense que s'il n'est pas athée et qu'il prie, à chaque matin qu'il se réveille et qu'il prie, il devrait aussi prier les Africains. Parce que c'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. Il devra nous prier. À ses yeux, nous ne devons pas être des humains, nous sommes plus que des humains. Ce sont des messages très forts qu'il passe. Moi, je pleure le peuple français. Mais quand même, il est bien pour l'Afrique. Il est un mal nécessaire pour nous. Ceux qui veulent se réveiller, se réveillent. Ceux qui ne veulent pas se réveiller, comme on le dit, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Les Africains doivent se réveiller. Nous devons travailler à être indépendants, à faire au moins ce que nos peuples connaissent le bonheur. Et la lutte contre l'impérialisme, c'est ça. Il faut décoloniser les mentalités, prendre en compte toutes ces données-là, parce que le monde nous donne tellement d'exemples à voir. Pour eux, il n'y a pas de morale. Ils peuvent vous désigner aujourd'hui terroriste, mais demain, vous êtes un héros. Par leur simple bouche, ils décident de ce qu'ils font. Ils parlent de démocratie, mais ils se font eux-mêmes des coups d'État constitutionnels entre eux. Ils parlent des droits de l'homme, mais ils déciment des populations ailleurs. L'Africain doit se réveiller, l'Afrique doit se réveiller. Et le combat contre l'impérialisme est permanent. Et je vous invite à incorporer ce combat, à travailler en sorte que nous soyons réellement indépendants, que nous soyons autosuffisants et que nous puissions nous développer, connaître le bonheur, ce à quoi notre peuple aspire. Merci, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et une très bonne année. Et que, à la fin de cette année 2025, en faisant la rétrospective, nous devrons nous dire que nous avons apporté un grand plus à notre nation. Merci beaucoup à tous, que Dieu vous bénisse et que Dieu protège notre chère patrie. La patrie ou la mort, nous vaincrons. J'ai donc voulu vous montrer ces photos-là pour vous montrer comment est-ce que ces gens-là ont tout fait pour réduire les Camerounaises et les Camerounais dans la mendicité. Avant que le président Emmanuel Macron ne soit là, avant que Ibrahim Traoré,
Avant mon président Ibrahim, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et le général Tchani, avant que ces gens-là ne soient aux affaires, le dieu fils de la République, nous avons pris le temps de dire à ces gens-là 20-25 ans avant, pour dire que si vous ne faites rien dans vos relations France-Afrique, vous allez être chassés. Oui, c'est moi qui avais mené cette réunion-là, avec le colonel Bonne-Maison, en France. À l'époque, Aliou-Marie était ministre de la Défense. On a fait une réunion qui nous a pris un petit moment. À la fin de la réunion, le colonel Bonne-Maison m'a posé la question, mais, jeune homme, qu'est-ce qui inspire votre pensée idéologique, aussi jeune? Et j'ai répondu en une seule phrase, mon colonel, Napoléon n'avait pas 50 ans. Donc, quand vous regardez Assimi Goïta, le jeune, ça c'est les étoiles de l'Afrique. L'âge ne compte pas pour l'Africain. Quand vous regardez Ibrahim Traoré, ce n'est pas une question d'âge. C'est que l'Africain est né. Dieu vit en lui. C'est pour ça qu'Ibrahim Traoré a dit que le président Emmanuel Macron, quand il priait le matin, il devrait aussi prier l'Africain. Il devrait prier l'Africain. Comme il prie en parlant à Dieu là, il faut que dans sa prière, qu'il prie l'Africain. Parce que c'est nous qui avons libéré cette France. Alors, il y a plus de 30 ans, on parlait déjà de ce qui se passe en Afrique. Mais les enfants comme Macron, quand je commence le combat, Macron avait 9 ans. Est-ce que tu comprends ça? Quand moi je commence à parler du combat, de l'Afrique, mon pays, le Cameroun, de tout ce qui se passe chez nous, Macron avait exactement 9 ans. La valeur n'attend pas le nombre d'années, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit, hein? Il est devenu président. Nous sommes toujours là en train de parler. Est-ce que c'est la course? Mais la différence entre Macron, moi et le président Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et le général Tchani, c'est que moi, j'étais militaire bien avant beaucoup d'entre eux, à l'exception du général Tchani. J'ai eu l'occasion de dire à ces gens-là, de par ma vision, l'apprentissage par observation, si vous ne faites rien dans les relations que vous nous imposez en Afrique, là, ça va mal se passer. Entre-temps, les pays qui croient respecter la démocratie à leur niveau, Macron est devenu président. Il n'a ni écouté personne, il a fait qu'à sa tête. Entre-temps, mes jeunes petits frères, devenus aujourd'hui président respectable et respecté, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et notre aîné, le général Tchani, sont venus aux affaires. En appliquant là, ce que nous avons toujours souhaité, que quand ça va changer, voilà ce que nous allons faire. C'est comme ça que Dieu agit, dans le temps et la durée. Nous ne savons pas ce que Dieu nous réserve demain, mais si nous travaillons, nous allons atteindre nos objectifs. Appliquer ce que nous avons toujours voulu pour notre pays, pour notre continent. Je vous prends tous ces exemples-là pour vous montrer là la duplicité de certains, des présidents occidentaux, de vous montrer là le courage des jeunes Africains, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, le président Tchani, et de vous montrer là la force de Dieu qui nous accompagne dans notre constance, persévérance et la cohérence. Et que tout ce que nous avons dit ici est en train de se réaliser devant tout le monde. En vous démontrant la force de Dieu. En vous démontrant la force de votre volonté de vaincre. À croire à vos convictions. C'est ça que vous êtes en train de voir là. Et je vois ça avec moi. Et je sais qu'aussi longtemps que Dieu nous donnera la vie ici, nous allons compter parmi ceux-là qui vont décider du destin de notre pays. Je le sais. Parce que Dieu nous a choisis. Et Dieu vous a choisi là où vous êtes en France, en Allemagne, en Angleterre, au Cameroun. On n'est pas né Camerounais par hasard. On est né Camerounais parce que Dieu l'a voulu. Je ne parle pas ici par hasard. Je ne parle parce que Dieu l'a voulu. Et j'ai su capter mon étoile. Parce qu'il y a des étoiles qui défilent là. Les étoiles du footballeur. Tu captes ton étoile. Tu prends. Tu développes. Dans dans ta spécialité. Ton étoile passe là. Tu es l'écrivain. Hop, tap. Tu décroches. Tu deviens comme ma grande sœur, Khalif Beyala. Elle suit son canal. Elle n'est pas dans un parti politique. Elle écrit des livres. C'est son domaine. Elle a pris son étoile. Elle a capitalisé. Oui, monsieur.
À Tangana, l'un des meilleurs scientifiques et mathématiques du monde entier, il a vu son étoile, il dit non, non, moi je cale là. Il est allé à l'école pour ça. Il y a certains qu'on va tuer, comme le jeune petit docteur là, à 20 ans, il s'appelait le docteur Simon. Brillant docteur, formé aux États-Unis, il est arrivé au Cameroun, on l'a tué chez Yannick Noah. Enquête classée sans suite. Mais non, ne vous inquiétez pas, il y aura une suite bientôt au Cameroun. La mort de cet enfant-là ne peut pas rester comme ça sans suite. Nous connaîtrons ceux qui ont fait ça. Donc, il faut savoir capter son étoile. Je vous assure, les gars, je ne sais rien faire d'autre dans la vie avec de bien que l'armée. Je ne peux pas faire autre chose. J'ai choisi la sécurité. J'ai choisi la protection. J'ai choisi être au service du peuple. Comme toi, tu as choisi être professeur, enseignant, mathématicien, femme ou homme d'affaires. Tu as choisi ça. Et le temps passant, si tu perdures dans ton action, tu vas réussir. Ne te laisse pas décourager. J'ai pris ce temps pour échanger avec vous. Et vous démontrer que nous sommes sur le bon chemin. Le Cameroun nous attend. Et nous allons le changer. Non, personne d'autre ne peut le faire à notre place. Je vous l'annonce aujourd'hui, nous sommes en route pour le Cameroun. Personne ne le fera à notre place. Le Chinois ne va pas développer le Cameroun à notre place. Le Chinois vient d'abord là pour ses intérêts. Il nous apporte sa technologie, sa main d'œuvre, mais il prend les ressources aussi. La terre, l'or, le diamant, le fer, celui donnant. Oui, monsieur, mais ce qu'il vient faire là, les Camerounais peuvent le faire. Parce que les Camerounais ont la science dans la tête. Ils ont l'intelligence. Il faut que tu le saches. Tu n'es pas un Camerounais lambda, une Camerounaise lambda. Non, on doit te respecter. On ne peut pas s'asseoir chez nous au Cameroun. Nous produisons le bois. Nous produisons on appelle ça quoi? Le gravier. Nous produisons le sable. Nous avons Simancam. Nous avons des usines. Et nous avons des écoles comme ça. Bonjour, bienvenue à Figuil. Bienvenue dans cet univers d'un autre genre. Nous sommes au lycée bilingue pilote de Figuil que j'aimerais encore vous présenter une fois de plus. Donc, venez découvrir avec moi cet univers. Ici, je voudrais quand même déjà interpeller deux personnes. Je voudrais interpeller le préfet du département du Maïlouti et je voudrais interpeller l'entreprise Simencam de Figuil pour leur fausse publicité, la plaque qu'ils ont mis. Simencam de Figuil n'a construit que 4 salles de classe, mais ils ont mis une plaque comme quoi c'est un don de Simencam. Comme pour dire que toutes les salles de classe au lycée de Figuil, au lycée de Figuil ont été construites par Simencam. Monsieur le préfet, réagissez et corrigez cette erreur. Venez avec moi, nous allons découvrir notre lycée ensemble. Voici une salle de classe. Nous allons continuer. Tu vas essayer de braquer la caméra pour que toutes les salles de classe que vous voyez devant vous soient vues par le monde entier. Venez. Allons tout doucement. Ça, ce sont les salles de classe. Honte aux élites du département du Maïlouti. Honte aux élites de l'arrondissement de Figuil. Honte à vous. Je ne dis pas honte à moi parce que moi, à mon niveau, je me bats. J'ai fait construire quand même un bâtiment de 2 salles de classe dans une école primaire. Et nous avons dernièrement tollé une salle de classe. On fait à notre niveau. Mais que font les autres? Mais il faut montrer ça à la République. Surtout, j'ai dédié cette vidéo à M. Biya, pour ses 42 ans au pouvoir. Cette vidéo-là, j'ai dédié ça au président de la République. Son Excellence, M. Paul Biya. Cette vidéo-là, je vous la dédie pour votre bonne gouvernance. Voilà les salles de classe, donc. Ce sont des
salles de classe. Ce sont nos enfants qui fréquentent ici. Hein. Ce ne sont pas des animaux. Ce sont nos enfants. Voilà. Ce sont nos enfants qui fréquentent ici. Voilà. Des salles de classe comme ça, vous n'allez pas trouver ça dans la région du sud, chez Paul Biya. Vous n'allez pas trouver ça dans la région du centre. Vous n'allez pas trouver. Pourquoi cette faiblesse-là, chers frères nordistes? Réveillons-nous, mobilisons-nous. Prenons l'exemple chez les Bamileke. Les Bamileke se mobilisent pour leur propre développement. Pourquoi c'est impossible chez les nordistes? Prenons l'exemple chez les Bamileke. Donc, si Paul Biya nous a lâchés avec ces marchands d'illusions comme Bello, comme Chiroma Bakari, comme Amadou Mustafa, comme Dakone paix à son âme, comme Garga Aman Aji, si ceux-là, ces marchands d'illusions-là nous ont abandonnés, ils nous marchandent. Libérons-nous, mobilisons-nous et laissons-les tomber dans la fosse commune. Nous ne voulons plus des marchands d'illusions dans le Grand Nord. J'invite ici les jeunes à se mobiliser davantage, à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Nous ne voulons pas la rébellion, mais nous voulons la conscientisation. C'est ça que j'appelle la révolution pacifique. Nous allons nous détacher, ce qui est très sûr. Donc voilà. Voilà. Tu peux encore montrer l'ensemble de ces salles de classe. Tu peux rapprocher, un peu zoomer la caméra, tu peux montrer. C'est une honte. Voilà. Merci tout de même. Merci ceux qui nous suivent. Merci. Je pense qu'il est donc temps pour nous, chers nordistes, surtout ceux de l'arrondissement de Figuil, de vous mobiliser, de nous mobiliser afin de faire quelque chose. Pourquoi pas venir construire au moins 5 bâtiments de salles de classe ici? Pourquoi pas? 5 bâtiments de 2 salles de classe chacun. Pourquoi pas? Mais nous sommes silencieux, nous mangeons, chacun mange dans son assiette, et puis on s'en fout des autres. Et voilà notre vie. Réveillons-nous, chers nordistes. Il faut nous réveiller. Copions le bon exemple de nos frères de l'Ouest. Quand je dis ça, ce n'est pas une comparaison pour nous sous-estimer, pour nous piétiner, pour nous insulter. Mais c'est la réalité qui se vit sur le terrain. Merci beaucoup. Voilà, vous avez vu ces écoles-là. Nous sommes un pays, est-ce que vous allez aussi me dire que le sable viendra de la Chine, le bois viendra de la Chine? Si on décidait même de faire des écoles en bois, chez nous au Cameroun, qui peut rivaliser un Cameroun avec des salles de classe, avec des universités en bois? Personne ne peut nous rivaliser. Nous avons des arbres, nous avons la main d'œuvre, nous avons l'intelligence. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que nous avons des incultes, des paresseux, des incompétents. Voilà une école. Et vous avez des ministres, hier, insultaient Paul Biya à souhait, quand il n'était pas encore aux affaires. Mais dès qu'on les a appelés, ils sont allés s'asseoir. Regardez, Issa Chiroma, le voilà assis dans une salle de classe comme ça. Voilà Issa Chiroma, assis dans une salle de classe champagne. Nous sommes producteurs de ciment. Nous sommes producteurs du gravier et du sable. Nous avons la main d'œuvre. Regardez les salles de classe du Cameroun. Travail et de la formation professionnelle des Camerounais. Nous avons 130 Chinois qui sont là. Mais vous savez, la construction de ces questions. Les étrangers travaillent chez nous parce que nous n'avons pas de Camerounais qui soient capables de faire le travail. Travail et de la formation professionnelle des Camerounais. Nous avons 130 Chinois qui sont là. Mais vous savez, la construction de ces questions. Les étrangers travaillent chez nous parce que nous n'avons pas de Camerounais qui soient capables de faire le travail. Mais parce qu'ils travaillent à la place des Camerounais, on les met également à contribution pour la formation technique et professionnelle des Camerounais. Nous venons donc ici pour nous rassurer que la prochaine fois que le président du Cameroun voudra construire un port en eau profonde, qu'il n'ait plus besoin de faire venir des étrangers, quelle que soit leur origine, parce que les Camerounais qui ont travaillé avec Cheikh ont appris et sont prêts naturellement à répéter. À côté de la problématique des visas, ces 130 Chinois
devraient avoir à leur côté 130 Camerounais qui devraient travailler et apprendre. En juin 2022, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle avait commis une circulaire fixant les préalables à l'octroi de la licence de travail à un travailleur étranger. Et c'est comme ça dans la plupart de nos villages. Faites une expérience. Je vous lance ce challenge. S'il vous plaît, demandez à chaque ministre camerounais, parce qu'aucun ministre camerounais n'est né en France, n'est né aux États-Unis ou n'est né à l'étranger. Tous les ministres camerounais sont nés au Cameroun. Dites à chaque ministre, c'est le challenge que je lance, de vous faire une photo dans son école d'enfance. Dites à chaque ministre de vous faire une photo, l'école qui a vu ses premiers pas, l'école primaire, le collège, de son village où il a fréquenté, ou qui soit de l'Ouest et il a fréquenté à Yaoundé, qui vous filme cette école-là, qui vous donne la photo. Demandez ça à ce ministre-là. Vous allez comprendre dans le degré de méchanceté de ces gens qui ont été incapables de construire dans leur village même les jardins d'enfants, des crèches dans leur village. Parfois, c'est un fond de route qui ne s'arrête que derrière leur porte. Il amène la route, ça s'arrête là. Oui. Certains, vous allez voir une rue ou une route en allant chez lui quand il est mort. Ne vous méprenez pas, vous n'êtes pas sur une piste champêtre, mais bien sur route nationale. Bienvenue sur la route nationale numéro 16. Elle va de Loum dans le littoral à Moudemba dans le sud-ouest. N'approchez que si vous êtes armé de bottes et d'une solide motocyclette. Même là encore, les chaînes peuvent vous lâcher au milieu de ces bouliers géants. Les véhicules qui s'aventurent ici apprennent à leurs dépens qu'ils ont violé une règle, celle qui consacre l'exclusivité des motos. Le tronçon Loum-Kumba, 35 km, autrefois 1000 francs, coûte aujourd'hui aux voyageurs 5 à 6 000 francs CFA pour 4 heures de route. Il est difficile pour nous de nourrir nos enfants dans cette situation. Donc nous souhaitons que le gouvernement arrange cette route pour que nous transportions tranquillement nos passagers. Est-ce que nous ne sommes pas des Camerounais? Depuis 10 ans, nous souffrons avec cette route. Cet enclavement, c'est aussi l'étouffement du fort potentiel agricole du sud-ouest, riche en produits de rente et vivriers de toutes sortes. Comment vous voulez qu'un Cameroun comme ça, qu'on a confisqué tout, ça ne reste qu'à Yaoundé, vous dites qu'on va faire comment? Quand Yaoundé est bien, ça veut dire que tout le Cameroun se porte bien. Mais vous voyez ici comment on vit. Moment, vous avez vu comment il y a les bourbiers partout. Et on a essayé de mettre même les cailloux là. Nous qui essayons d'arranger notre route avec le community work ici au village. Et on est en train de demander l'État de nous sécuriser un peu, de nous donner un peu de coup de main. Pour rejoindre les villes de Kumba, Tombel et Kondotiti entre autres, venant du nord-ouest ou de l'ouest, les usagers en véhicule sont contraints de multiplier par 5 le trajet en passant par Douala, à raison de l'état de ce tronçon. La nationale numéro 16 porte pourtant une charge historique avec la présence du fleuve Mungo, un symbole de la réunification. Il faut aller l'enterrer. Le corps fait à la mort 2 mois en attendant qu'on ait déblayé la route. Le caterpillar doit passer. Ministre, 15 ans. Ministre, 20 ans. Avoir dénoncé ça pendant 30 ans, j'ai été l'ennemi à abattre. Aujourd'hui, voici ce que dit mon père Grégoire Ouna. Comme s'il s'était passé le mot, un autre haut commis de l'État dénonce la mauvaise qualité du réseau routier national. Invité de l'émission La Vérité en face, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale marque sa part de gêne. Quand je prends le problème des marchés au Cameroun, si les efforts financiers ont été faits et que le travail n'a pas été conforme et qu'on l'a réceptionné, qui a réceptionné? C'est des Camerounais comme vous et moi. Il y a des gens dans les circuits qui ne font pas leur travail.
Quand vous faites une route, le goudron doit avoir 20 cm d'épaisseur. Celui qui construit la route, il met 15 cm. Et celui qui s'en va réceptionner dit « Ok, tout est bon, payez ». On paye. Personne ne dénonce que la route qu'on vient de réceptionner ou qu'on va réceptionner ne respecte pas les caractéristiques. Durant cet entretien, Grégoire Wona a passé en revue les mots qui mettent en mal la bonne gouvernance. Pour lui, l'heure est grave, il faut vite agir. La tricherie a envahi le pays. Dernièrement encore, je vais vous dire, et c'est très grave, c'est pour ça qu'il faut le dénoncer pour qu'on en soit bien conscient. Nous faisons une compétition, les Dixiades, qui sont réservées aux jeunes de 15 à 20 ans. C'est clair, c'est la première condition. Mais nous retrouvons des jeunes qui ont plus de 21 ans, 22 ans, 23 ans, qui s'inscrivent, qui se présentent. Il y a un problème. Il y a un problème. Interrogé sur la corruption, sport favori de certains de ses collègues du gouvernement, il s'en remet à la justice. On dit couramment que le temps de la justice n'est pas celui du justiciable. Mais je pense que, je voudrais répéter que dans cette lutte, comme dans la lutte de bâtir un État moderne, la justice est un pilier très important et je dirais même fondamental. Il est important qu'on laisse la justice faire son travail. Ce n'est pas la première fois qu'un membre du gouvernement monte au créneau pour dénoncer la malgouvernance au Cameroun. Emmanuel Messi pointe du doigt la corruption entretenue par les élites du Sud. J'ai reçu une bonne délégation de cette région qui est venue battre campagne entre guillemets pour l'entreprise qui est sur le terrain aujourd'hui, m'invitant à accepter le kilomètre de route à 1,2 milliard. Ça a entraîné des échanges épistolaires qui ont pris 6 mois. Je disais non. Bien plus. Le ministre des Travaux publics est le réceptacle des ressources destinées à l'aménagement de routes. Ce n'est pas le ministre des Travaux publics qui s'en va les chercher pour se les mettre à disposition. Que ce soit l'entreprise riche ou... Voilà. C'est Grégoire Wona qui parle là. Il est ministre de l'Emploi, ministre du Travail, je pense. Grégoire Wona, il a donné le matricule à une femme qui travaille à la présidence et tous ses enfants sont des homosexuels. Ils ont de l'emploi, ils travaillent au palais. Yes, la belle-mère de Cléo. Je vous parle de ça tous les jours, puisque le temps est en train de venir, là. La victoire est en train d'arriver. Ces gens-là vont nous dire quel concours ils ont passé pour travailler au palais. L'argent qu'ils perçoivent là, chacun va répondre. Hein. Pour le moment, vous ne dites pas que les gens sont mauvais. Demain, vous allez dire que la nouvelle administration est mauvaise. La belle-mère de Cléopâtre, elle-même qui vit avec une femme à la maison. Tous ces enfants sont des sodomifiants. Travaillent au palais, filles comme garçons. Le dossier est là. Grégoire, on le sait aussi. Quand il passe son temps, le voilà qui parle, je suis content, il ne faut pas donc être méron, je suis très content qu'il condamne, qu'il dénonce, parce que c'est ce que j'ai fait ici depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, voir Grégoire Wona parler comme moi, je ne peux que dire merci Allah, merci Zama, merci Zambe, merci Zamba, merci. Mais je suis très content qu'il m'ait répondu. Là, c'est une réponse qui m'est adressée. Oui, mon fils Patrice Noma, tu avais raison, il y a un problème dans ce pays. J'ai voulu que toi aussi qui m'écoutes, que tu vois le salaire de la constance, le salaire de la cohérence, le salaire de la persévérance. Voilà donc mes parents viennent publiquement vous dire que le combat que ce gars mène depuis, voilà le résultat. Est-ce qu'il est seul à le dire? Avant lui, il y en a un qui a dit ça. Il s'appelle Mbarga Ngele. Écoutons encore, je me fais plaisir de vous le présenter pour une fois de plus. Parce que ça me fait tellement plaisir que moi, j'aurais été très longtemps dans une petite maison en bois parce que je parlais comme ces gens viennent parler aujourd'hui. Mais Dieu n'a pas voulu que ces gens-là ôtent ma vie. Il l'aurait fait. Écoutons Mbargangele. Dès qu'il met en place un gouvernement, dans les 48 heures qui suivent, il réunit le conseil des ministres au palais de l'Unité pour rappeler les orientations qu'il entend
donner aux membres du gouvernement nouvellement mis en place pour suivre et exécuter les directives en vigueur qu'il a déjà données. Mais que faisons-nous? J'ai été jeudi au sud-ouest, à Moutenguene. Entre Yaoundé et Moutenguene, ça a été un calvaire. Un calvaire pour circuler. Je n'avais jamais vécu cette situation auparavant. Pourquoi? Le président a donné des orientations, a donné des instructions. Il y a des membres du gouvernement en place. Que faisons-nous pour le développement de notre pays? Bien. Alors, quand vous écoutez ça, vous vous rendez donc compte que Dieu est bon, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'eau bénie, non. C'est Dieu dans le temps. Dieu. Et je ne peux que leur dire merci. Je ne leur veux en vouloir, je ne peux pas en vouloir du mal à quelqu'un. Tout ce que je veux, c'est que ces parents-là, Mbargangele, Grégoire Wona, les femmes d'Ongo, les Kecha Célestine, les Madeleine Tuente, les Ferdinand Gongon, les Oswald Babouki, tous ces parents-là, je souhaite un jour, je vous dis sincèrement, les avoir en face de moi, dans une salle, leur poser la question que qu'est-ce qui vous a manqué? Dites aux Camerounais ce qui vous a manqué pour ne pas développer le Cameroun. Qu'est-ce qui vous a sincèrement manqué? Je voudrais comprendre. Il arriverait un moment dans notre pays où je poserai la question aux magistrats. Pourquoi avez-vous jeté cet enfant de 17 ans en prison, Ngobekai, avec une fausse expertise d'un faux médecin, un faux docteur, qui signe un faux document et vient s'exprimer devant une juridiction officielle. Lui-même, il est faux. Et ça passe. Et aucun agent de renseignement, aucune autorité n'arrête pas ce gars pour le mettre en prison. On prend un bébé innocent, on le jette en prison, 17 ans. Et quand on ne les jette pas en prison, on les tue comme on a tué le bébé Orphée, comme on a tué les Jubel et Pagna. Ça se passe dans notre pays. Je leur poserai la question un jour. Pourquoi avez-vous fait ça? Avez-vous une bonne raison? Pourquoi avez-vous accepté tuer la Fédération camerounaise de football? Pourquoi avez-vous accepté tuer comme ça les lions indomptables? Donc ça vous dérange que notre drapeau soit hissé à l'étranger? Ça vous dérange que le drapeau du Cameroun, que les enfants aient ce drapeau-là comme ça? Ça vous dérange? Il arrivera un moment où on va leur poser la question. Vous allez donc voir que, avant que ce moment-là n'arrive, beaucoup des enfants des membres du gouvernement vont fuir le Cameroun. Parce qu'ils seront appelés à venir repasser les examens devant tout le monde. Tranquillement. On dit non, vous n'allez pas repasser tous les examens. La dictée seulement, niveau coût moyen 2. Vous allez voir ceux qui vous disent avoir des masters et des masters 1 et 2 fuir. Dictée niveau coût moyen 2. Je ne vais pas parler de 6e, parler de dissertation, dictée. D'autres vont sortir là au maximum avec 20 fautes. Alors qu'ils sont des capitaines dans l'armée, d'autres sont des médecins, d'autres sont des cadres dans les sociétés. Dictée niveau moyen, coût moyen 2, 20 fautes. Alors pour ne pas essuyer cette humiliation, ils vont fuir. Et ça va arriver bientôt. Alors je prends le Cameroun du mérite. Et tu sais que dans ce Cameroun du mérite, mes compatriotes camerounais qui sont allés à l'école et qui ont une expertise acquise dans des pays étrangers et au Cameroun, occuperont des postes pour relever le Cameroun. C'est pour bientôt. Ce n'est pas dans 10 000 ans. Moi qui ai vu les années passées, mais je n'ai pas vu le temps passer, j'ai vu les années passer. Je suis donc en train de voir la victoire au bout du tunnel. Parce que moi, j'étais dans le tunnel. Maintenant, je peux te dire que je vois la lueur. Elle arrive. Oui, monsieur.
Donc, j'ai voulu rapidement essayer d'échanger avec vous et vous dire que je suis très fier de vous. Et je suis fier de Dieu. Et je vous invite à confier votre vie à Dieu. Il ne suffit pas de réciter, comme certains le font, peut-être ce sont les bonnes raisons, de vous parler de la Bible nuit et jour. Oui, Jésus avait une mission. Judas avait une mission. Quelle est toi ta mission? Ce n'est pas la peine de vouloir me convaincre de ce que était Jean-Baptiste, de ce que était Jean, de ce que était Paul, Marc, Pierre et tout ce monde que tu peux bien me citer. C'est vrai. Ils ont fait leur temps. Parmi les pères de Jésus et ses parents, il y avait des menuisiers, des charpentiers, des maçons et tout ce que tu peux imaginer. Il y avait des commerçants. Oui, monsieur. Dans la famille de Jésus, il y avait des gens qui faisaient le commerce. Quelle est ta mission? Les frères de Jésus, c'était des pécheurs. Quel est toi ton rôle? Oui, monsieur. Alors, il y a des Jésus dans ta famille. Les premiers prophètes de Dieu sont dans ta famille, tes parents, ton père et ta mère. Ils ont fait leur rôle. Quel est le tien? Quelle est ta mission? C'est celle-là que tu dois faire. Et dans ta mission, quelle que soit la mission que tu auras demain, quel que soit le rôle que tu te seras toi-même doté, ou des objectifs que tu auras à atteindre, dis-toi que tout ce que tu feras sur cette terre, c'est pour aménager les conditions de vie de l'humain. C'est pour élever l'humain. C'est pour élever la femme. C'est pour élever l'homme. C'est pour élever la créature humaine. Rien n'est au-dessus de l'homme à l'exception de Dieu. Est-ce que tu suis ça? Ne mets pas l'argent devant. Ne mets aucune maison devant. Non. Ne mets pas l'argent devant. Ne mets pas la voiture devant. Tout ça, c'est rien. Tous les grands milliardaires de mon pays sont morts. La plupart. Ceux qui ont fabriqué les noms au Cameroun. Les Kadji de Fosso, les Fosso André, les Son André, les Fosso Victor. Dieu les a rappelés. Mais la richesse, la bonne richesse qu'ils ont laissée ici dehors, ce sont leurs enfants. C'est à eux maintenant de rendre, l'histoire de leurs parents pérenne, comme les Rockefeller. Quand tu entends Rockefeller aux États-Unis, c'est une famille. Oui, monsieur. C'est une famille. Il faut que la famille Fosso dure, comme parler d'elle, comme les Rockefeller. Ça ne sert à rien de discuter les biens. Il faut que la famille, de prison, dure, comme les Rockefeller, dans l'action. Rendons nos parents éternels. C'est ce que j'ai voulu échanger avec vous ce matin. Il est important que tu le saches. La magie ne t'apportera nulle part. Dieu seul est cela. Un jour, une petite histoire pour conclure. Un oncle par alliance à moi, son nom c'était Paul-Étienne Vondon. Tous les hommes politiques du RDPC en France connaissent ce nom. Un intellectuel de haut vol. Alors un jour, je lui pose la question, tonton, mais si, est-ce que pour prier Dieu, on doit toujours avoir une bougie? Il était donc assis parce qu'il fumait beaucoup, Paul-Étienne Vondon. Il s'est levé, il est allé à la véranda. Nous étions chez moi dans le 16e arrondissement, boulevard Suchet. Il va dans leur balcon, je le suis. Il a sa cigarette. Il me dit, c'est une très bonne question, mon fils. Il me dit, avant de répondre à ta question, je vais te donner une image. Et tu me dis ce que tu en penses de cette image. Tu es en train de te déplacer, tu te retrouves en plein désert. Arrive donc là le temps pour toi de prier. Tu veux prier avec la bougie, mais il n'y a pas de bougie, il n'y a rien à côté. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le feu, il n'y a rien. Mais tu veux prier. Tu prends la bougie où? Puisque sa bougie, tu ne peux pas prier sans bougie. Tu la prends où? Alors comme il n'y a pas de bougie, tu ne vas pas prier? Je vous avoue que je n'ai pas eu de réponse. Il me dit, bon, ok, écoute-moi bien. La bougie, l'unique, la plus importante, et l'éternelle bougie que tu dois avoir, se trouve dans ton cœur. C'est ton cœur que tu dois allumer. Il faut que tu le rends lumineux. Il
Il faut que tu éclaires ton cœur tout le temps. Et là, tu pourras communiquer avec Dieu partout où tu te trouves. Que tu sois dans le désert, sous la pluie, la neige, la boue, sous l'eau, en route, en mer, dans les airs, dans le train, en voiture. Le cœur, là, c'est ta bougie. Il faut qu'elle soit éclairée tout le temps. Et quand elle est éclairée là-dedans, ça se prononce ici et dans ton regard. Dès que ta bougie là dans le cœur, c'est le cœur. Dès qu'il est heureux, ça se manifeste sur ton visage, dans tes yeux, dans ton regard. Les gens se reconnaissent dans cette joie de vivre, cette volonté de donner à l'autre, de transmettre le bonheur, de partager la bonne humeur, de transmettre la bonne vie avec les autres. C'est ça, la bougie, c'est là. Et tu seras en connexion avec Dieu tout le temps. Je vous assure que ça ne m'a jamais quitté. Cette bougie-là reste allumée aussi longtemps que Dieu me donnera la vie. Et je viendrai donc ici régulièrement éclairer avec vous. Vous donnez ce sourire, même quand c'est mauvais. Gardons espoir que demain est un nouveau jour. Aussi longtemps que Dieu nous donnera la vie, ça ira mieux. J'ai voulu partager cette journée avec vous, en vous donnant ces quelques images, en vous disant que ces dernières années, Ernest Obama, parfait Haïti, sont des exemples de la manifestation de Dieu qui vit dans le temps. Et les gens changent. Aucune condition n'est éternelle. Ces enfants-là aujourd'hui, vous voyez Ernest Obama sur ces plateaux, les gens peuvent critiquer une situation politique et sociale sur le plateau d'Ernest Obama. Combien vous gagnez à l'époque par mois en tant que... Alors, quand j'arrive à la SDP, je gagne 800 000 francs par mois. Non. Et mon adjoint expatrié gagne 12 millions. À force de bataille, mon salaire est passé, je ne le cache pas, à 3-4 millions jusqu'à la fin de mes 15 années à la SDP. Vous gagnez 800 000, votre adjoint 12 millions. Voilà, expatrié. Et là, le contrôle supérieur de l'État n'a rien à dire. Ils n'ont rien dit. Il encourage. C'est un débat. Ne pas tous amener à être d'accord. Avoir des avis divergents. Ça ne fera pas de nous des ennemis. Non, pas du tout. Même si vous avez votre femme à la maison, elle est du RDPC. Vous êtes du MRC. Il y a d'abord l'amour qui vous unit. Parce que vous vous aimez. Mais les convictions, c'est tout autre chose. Vous pouvez avoir une vision différente de la société. Chacun l'interprète comme il veut. Mais cela n'empêche pas que vous soyez amoureux. Beaucoup de gens des familles ont été dispersées, séparées, cassées au Cameroun à cause du RDPC. Les persécutions que les membres du gouvernement vous ont imposées. Je voudrais ici vous dire qu'il est temps de reconsidérer vos positions et de vous dire que nous sommes un seul peuple, appelé à vivre ensemble, à partager ce que nous avons ensemble, pour l'intérêt de l'ensemble, de tous et de chacun d'entre nous. Personne n'ira avec rien. Personne. Voilà encore hier matin, un sous-préfet ou un préfet, Kolbout, Amman David, mort comme un chien. Aujourd'hui, c'est un chien que vous donnez à manger à la maison, mais lui, il est couché là, le sang, en train de baigner dans le sang comme un animal. Est-ce que c'est ce que Dieu attend de nous? Mourir comme ça, comme des animaux. Un peu de respect, un peu de la tenue. Alors, je voudrais ici vous dire à vous, jeunes, rien ne sert de courir. Tout vient à point à celui qui sait attendre. Dans la patience et le désir, on obtient la réalisation. Ne courez pas. Que personne ne vous vende d'illusions. Que personne ne vous vende avec l'illusion d'un porte-monnaie magique d'une vie meilleure. Ils meurent tous les jours devant vous. Ils meurent tous les jours devant vous, vous les voyez mourir. Alors qu'ils marchaient avec des voitures, avec des gardes du corps. Alors qu'ils ont bu le sang, mangé les chairs humaines, mais ils sont morts. Mais vos parents sont là. Vous êtes là. Ne vous laissez pas, jeunes gens, embarquer dans ces comportements. Ne devenez pas un objet sexuel pour que vous ayez en souvenir les boîtes de sardines vides, le tissu de RDPC, en portant les couches avec une maladie que vous ne pourrez pas soigner. Restez pauvres, mais soyez en santé. Que personne ne vous utilise, que personne ne vous abuse. Je suis un exemple parfait vivant. Personne sur cette terre ne pourra me soumettre pour une quelconque, le pouvoir, l'argent ou bien je ne sais pas trop quoi. Personne. Dieu seul. Et pour cela, je dis à Dieu, Ntizama, si ce que je dis ici, tous les jours, c'est pour éclairer ton peuple, qui sont mes semblables, c'est pour informer, sensibiliser, dénoncer, avec des preuves à l'appui. Papa, s'il te plaît,
accompagne-moi dans cette mission. Guide-moi, protège-moi, éclaire-moi. Mais si ce que je dis ici, je le dis avec une vocation, avec intention de nuire, de détruire, de salir, d'insulter, sois aussi le premier à me punir. Alors entre les deux, je ne le fais pas parce que j'attends quelque chose. Je le fais parce que je suis au service de vous autres, de nous autres, de nous-mêmes, pour qu'on vive bien. Aussi longtemps que Dieu nous donnera la vie sur cette terre, qu'on vive mieux et bien. Comment penses-tu que je vais vivre bien parce que je bois le sang de l'autre? Je mange la chair humaine de l'autre, parce que je souhaite la mort à l'autre. Ce n'est pas ma vocation. Ce n'est pas mon intention. Alors je voudrais te dire, toi qui m'écoutes, tu as vu le temps a passé. Tu as été peut-être à tort ou à raison parmi les gens qui m'insultaient hier. Parmi les gens qui insultaient mon frère à Paris hier. Parmi les gens qui insultaient les activistes hier ou les lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, tu te rends compte que ces enfants-là n'avaient pas tort de dénoncer. Tu te rends compte qu'ils ont pris beaucoup de risques. Tu te rends compte qu'ils ont pris leur destin en main pour défendre une cause. D'autres ont cassé leur carrière. Pris leur destin en main, cassant leur carrière d'artiste. Dis non, je vais continuer de dénoncer. Je vais voir. La période de manga est mort, c'est vrai. La mort me guette aussi, mais je vais quand même dire ce que j'ai à dire. Ils sont dans la diaspora. Nombreux artistes qui ont sacrifié leur carrière. Parce que pour les membres du gouvernement, dire qu'il manque de l'eau au Cameroun, c'est être contre le gouvernement. C'est les détester. Mais aujourd'hui, qu'ils disent eux-mêmes les mêmes choses que nous, je ne sais pas. Je suis en train d'entendre. En fait, j'ai déjà la couronne de Dieu qui a fait de moi président. Dieu, Allah a fait de moi chef d'État au Cameroun. De ma vie au Cameroun. Il a fait de moi chef d'État de ma petite famille. Il a fait de moi général. Il a fait de moi colonel. Il a fait de moi préfet, sous-préfet, gouverneur. Il a fait de moi tout ce que vous pouvez imaginer. Je n'attends rien d'un être humain. Mais ça ne fera pas de mal que cela prenne conscience qu'il est temps qu'on commence à honorer les nôtres quand ils sont encore vivants. Je vais donc dire merci à Ernest Obama. Je vais dire merci à Parfait Haïti. Je vais dire merci à Grégoire Owona. Je vais dire merci à Mbargangele. Je veux dire un grand merci à Madame Mami Nyanga. Pour ceux-là qui ont compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que nous autres, nous avons vu ça depuis plus de 3 décennies. Je leur dis merci. Il n'est jamais trop tard. Je ne peux pas en vouloir à vous autres. Non. Nous demandons à Dieu tous les jours de pardonner à toutes celles de ceux qui nous ont fait du mal. Car comme nous, ils ne savent pas ce qu'ils font. Avec le temps, ils comprendront que nous sommes dans le bon timing. Nous ne pouvons pas tous comprendre les mêmes choses au même moment. Autrement dit, nous ne pouvons pas comprendre les choses au même moment. D'autres comprendront après. D'autres ont besoin d'un professeur de rattrapage, de cours du soir pour comprendre un cours qui a été donné à l'école. D'autres ont besoin des années, des mois, des décennies pour comprendre ce que d'autres ont compris en un jour. C'est comme ça. Donc on ne peut pas vous en vouloir. Je demande une seule chose à Dieu, qu'il nous donne longue vie et qu'ensemble, qu'on construise notre pays, le Cameroun. Pour que notre pays soit aussi comme l'Amérique, que tout le monde veut venir en Amérique, tout le monde veut venir aux États-Unis, en France, aller au Canada. Pourtant, le Cameroun est une destination de prédilection, de richesse. Je souhaite à nous tous que nous y soyons pour le développement de notre pays, pour l'intérêt de tous et de chacun. J'ai dit. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Et c'est ensemble que nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et faire de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je jouerai ma partition et je ferai bien. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. L'Église s'exprime soit par des lettres, soit par des déclarations, soit par des synodes, soit par des conférences, soit par des séminaires, soit par des prédications. C'est-à-dire à tous les niveaux,
les évêques exercent leur mission principale qui est celle d'enseigner. Donc, ils sont dans le cadre de l'enseignement. Et nous devons savoir que l'adoption sociale de l'Église, elle est motivée d'abord par des principes majeurs. Le respect de la dignité humaine, le respect du bien commun, la destinée universelle des biens, le principe de subsidiarité et le principe de solidarité entre les peuples. Dans un contexte comme le nôtre, où la corruption a fait son nid, les vols, détournements, les gens n'arrivent plus à vivre, les petits soins, l'eau, l'électricité, la santé, rien ne va. C'est la dignité de l'être humain qui est menacée. Et donc, les évêques ont l'obligation de sortir. Je leur dis d'ailleurs merci en ce début d'année d'avoir versé un peu d'eau bénite. Ils ont versé un peu d'eau bénite sur le Cameroun et le faisant, les démons de la malgouvernance et de la corruption sont en train de s'agiter. Ce que les Camerounais doivent retenir, c'est que il y aura donc le match entre Cabral Libye et Monsieur Biya. Il est donc le renouveau qui s'est donc représenté ce jour. On ne sait donc pas qu'est-ce qui se passe avec la conscience qu'il pourra donc jouer avec les Camerounais. Qui pourra donc succéder à ce nouveau règne? Est-ce que c'est Monsieur Franck-Emmanuel Biya ou est-ce que Monsieur Biya pourra donc alors se représenter pour un 8e mandat? Alors, c'est presque la fin de cette édition spéciale depuis notre centre de production au Faso. N'oubliez donc pas de vous abonner, de liker pour que vous puissiez toujours avoir les très beaux contenus.